Je tiens à remercier Madame la doyenne, Madame Hassani, et à travers elle, le président de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, professeur Shakib Nejari, et les éminents maîtres qui se sont rattachés à cette conférence, à savoir professeur Ataïr, professeur Ekei, et bien évidemment notre cher docteur Layachi qui n'est bien sûr à présenter à personne de nos jours. Alors, de ma part, comme intervention, donc, je parlerai surtout du microbiote intestinal, le côté microbiologique et de ces microbiotes. Alors, nous verrons ensemble tout ce qui est composition, la diversité microbienne et quelques rôles physiologiques de ces microbiotes. Alors, sans plus tarder, donc, on va essayer de développer les éléments suivants. Bien sûr, on ne pourra parler de microbiote que après avoir défini tout ce qui est une diversité microbienne, parler un peu de différents types de micro-organismes. Je rappelle que ce webinaire est ouvert aussi bien aux étudiants, mais aussi au grand public. Donc, il est très important de faire un petit rappel du monde microbien, parler aussi des généralités, des interactions qui existent entre les humains et les micro-organismes, et à travers là, ressortir du terme microbiote humain, parler de la diversité du microbiote intestinal par la suite, voir quel serait le rôle ou bien quels sont le devenir ou bien quels sont les impacts du maintien d'un bon microbiote intestinal. Et dans les deux derniers points, on va essayer de voir le dynamisme du microbiote intestinal parce que c'est une région qui est très dynamique, donc nous allons essayer de voir la fluctuation des micro-organismes au niveau de nos intestins. Et en dernier point, parler un peu du rôle physiologique du microbiote et comment maintenir ces microbiotes et quelles sont les conséquences néfastes en cas de non-entretien des microbiotes ou bien en cas de déséquilibre de ce microbiote. Donc voilà en quelque sorte les quelques éléments que je partagerai avec vous, bien sûr sous le contrôle de mes maîtres qui sont actuellement admis. Alors, donc avant de parler du microbiote, dans le terme microbiote même, il y a les micro-organismes. Donc, il est impensable de parler de microbiote sans faire un tour du monde microbien, qui est un monde très vaste et très diversifié. Alors, ça part des prokaryotes, des eucaryotes et des acaryotes, c'est-à-dire les virus. Si je parle des prokaryotes, bien évidemment, il s'agit des archées et des vraies bactéries, donc, qui sont très répandues aussi bien dans le domaine bactériologie médicale ou microbiologie médicale, mais aussi au domaine agroalimentaire environnemental. Donc, principalement, c'est des bactéries gram positifs et gram négatifs. Alors, ça, c'est pour les prokaryotes. Alors, on trouve aussi des micro-organismes parmi les eucaryotes, c'est-à-dire des organismes qui ont un vrai noyau, à savoir les champignons microscopiques, parce que ce n'est pas tous les champignons qui sont considérés comme des micro-organismes. Il s'agit ici des champignons microscopiques, à savoir la levure et les moisissures, mais aussi certains types d'algues, surtout les algues bleu vert, les cyanobactéries. Et aussi, on peut trouver des micro-organismes chez des eucaryotes à affinité animale, c'est-à-dire, je parle ici des protozoaires et des vers. Donc, aux côtés de tout cela, vous avez les virus. Je pense qu'aujourd'hui, avec la pandémie Covid-19, le monde entier s'est intéressé à la virologie, et donc je n'ai rien à apprendre à personne sur la virologie. Donc, on sait que les virus sont des eucaryotes. Et donc, c'est cette communauté microbienne qui constitue en fait les micro-organismes et dont l'étude constitue la microbiologie. Donc, il est très important de se rappeler de ces notions-là pour comprendre ce qui va venir par la suite. Alors, donc, si on essaie de faire le lien entre ces micro-organismes et les humains, si on prend le corps d'un humain à l'état normal, donc il y a des parties qui sont stériles, il y a aussi des parties qui sont ouvertes à l'environnement, qui sont des tissus non stériles. Tout l'environnement stérile, c'est-à-dire le sang, les tissus mous, etc., les tissus profonds, ne contient pas de micro-organismes. Par contre, tous nos revêtements, les muqueuses, nos intestins, notre peau, les chevelures, etc., sont en contact avec l'écosystème environnemental. Et donc, ils seront colonisés par des micro-organismes. Alors, c'est l'ensemble de cette communauté microbienne qui colonise ou bien qui sera en contact avec notre corps, notre système de façon générale, qu'il soit bactérie, qu'il soit virus,
champignons ou bien protozoaires, l'ensemble de ces micro-organismes qui vivent avec nous constituent ce qu'on appelle le microbiote, qu'on appelait avant la flore microbienne. Maintenant, le terme microbiote humain constitue en fait l'ensemble des micro-organismes qui vivent en fait avec notre corps, soit en symbiose ou bien dans un état de colonisation asymptomatique. Alors, il est important de rappeler une chose, c'est que si on prend un corps humain à l'état normal, il y a 10 fois plus de bactéries ou bien 10 fois plus de micro-organismes dans notre corps que des cellules. On décompte à peu près quelques 10 000 à 100 000 milliards de micro-organismes dans notre corps, ce qui est quand même très très important par rapport au nombre de cellules normales de notre corps. Alors ces micro-organismes-là sont répartis à travers le corps et donc à des sites spécifiques. Donc on va trouver des bactéries de la bouche, c'est à peu près 1 milliard de 1 milliard à 10 000 milliards, des bactéries de la peau, des bactéries du tube digestif de façon générale. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être principalement les bactéries du tube digestif. Alors, cette communauté bactérienne qui colonise notre corps, aussi bien la flore de la peau, du tube digestif et des différentes régions, donc, elle va évoluer avec nous au fil des années et il va se mettre en place ce qu'on appelle une interaction mutualisée, une interaction bénéfique entre nous et ces micro-organismes. Alors, essayons de voir un peu donc, la composition de ces micro-organismes en fonction des différents sites de colonisation. Si je prends la voie respiratoire, c'est-à-dire du poumon, notre gorge jusqu'au nez, on va voir que c'est principalement dominé par des bactéries et des champignons. Mais principalement, c'est des bactéries qui dominent ces régions-là. Et donc, la peau, c'est pareil. Donc, quant à la peau, il y a aussi des bactéries qui prédominent, donc les grammes positifs, grammes négatifs, mais aussi certains champignons que vous connaissez très bien, les candidats, etc. Alors, pour la cavité digestive et le tractus digestif, donc là, c'est pareil, c'est toujours des bactéries qui prédominent, en fait, notre flore ou bien notre microbiote. Alors là, les voies urinaires et les voies génitales, c'est pareil. Et donc, mais la seule différence, c'est qu'on trouve aussi des champignons dans ces zones. Bien. Connaissant tout cela, on peut se poser la question déjà, d'où viennent ces micro-organismes? Quand est-ce que ces micro-organismes rentrent en contact avec nous et quand est-ce qu'ils nous colonisent? Alors, il faut savoir que tout commence dès la naissance, donc, et le mode de naissance de l'enfant. Donc, dès la naissance, il va y avoir l'installation d'une flore microbienne, le microbiote humain, qui va s'installer. Donc, la maman va transmettre à son enfant les premières communautés microbiennes qui vont en fait s'installer chez l'enfant. Alors, donc, que ce soit par la voie basse ou bien par césarienne, et donc, c'est la maman qui transmet à l'enfant les premières bactéries. Et cette première flore qui va s'installer va être influencée par les habitudes de l'enfant, c'est-à-dire les habitudes nutritionnelles et son environnement, donc vont s'adapter à la flore microbienne qui va prendre place au fil des temps. Et donc, au fil des temps, qu'est-ce qui va se passer? Ces micro-organismes vont s'adapter dans tout le corps de l'enfant et arriver jusqu'à la maturité pour mettre en place ce qu'on appelle une flore caractéristique de l'individu. Donc ça, c'est la naissance de la flore microbienne. Alors, si nous essayons de voir de façon chronologique comment est-ce que cette flore va s'installer sur tout notre corps, mais aussi au niveau de l'intestin. Comme je viens d'expliquer, donc tout commence dès la naissance. Donc, et il y a aussi des études ont montré qu'il existerait une prédisposition génétique de certains individus qui faciliterait la colonisation ou non de certains types de bactéries. Donc, à la naissance, comme vous pouvez le voir ici dans le graphique, donc le mode de naissance va aussi impacter le type de bactéries qui vont coloniser. Si c'est par la voie basse, et donc ça va être des bactéries principalement donc des lactos, les Prevotella, etc. Alors que si c'est par césarienne, ça va être la flore de la peau. Donc l'allaitement avec le traitement antibiotique ou pas et l'alimentation de l'enfant vont conditionner la colonisation d'une flore microbienne chez l'enfant. Bien sûr, lorsqu'on regarde aussi dès la naissance jusqu'à 2 ans, donc les flores aérobiques, c'est-à-dire les flores qui
qui tolèrent l'oxygène, et les fleurs anaérobiques vont s'installer avec une proportion bien particulière jusqu'à être stables par la suite. Alors, à partir de là, on peut s'intéresser, se rétrécir maintenant aux flores, c'est-à-dire au microbiote intestinal. Donc, le tractus digestif, donc l'appareil digestif qui commence depuis donc, la cavité buccale jusqu'au niveau du rectum. Donc là, cet appareil digestif est vraiment impressionnant. Alors, on voit qu'il y a à peu près 60 à 70% des cellules immunitaires qui sont localisées dans cette zone, ce qui est quand même impressionnant. Et il est considéré comme le deuxième cerveau de notre corps, parce qu'il comporte près de 100 à 200 millions de neurones. Et lorsqu'on décortique l'appareil digestif et tout, et qu'on l'étale, sa surface fait à peu près 400 mètres carrés, ce qui est très énorme en termes de superficie. Alors, concernant la composition microbiote, la composition du microbiote, il y a à peu près donc 10 000 à 100 000 milliards de bactéries, comme j'ai dit tantôt, qui sont réparties à quelques 500 à 1000 espèces microbiennes, donc qui sont prédominées par surtout des bactéries. Donc 95% de cette flore microbienne est composée de bactéries. Alors la majorité étant concentrée au niveau du côlon. Et à côté de ces bactéries, donc il y a aussi des champignons, des protozoaires, mais aussi des bactériophages, c'est-à-dire des virus bactériens qui sont aussi au niveau de la flore intestinale. Alors, de façon plus schématisée, donc on peut conclure que parmi toute la flore de notre corps, c'est le microbiote intestinal qui est le plus important et qui est le plus à même d'avoir un rôle physiologique épatant pour notre organisme. Et donc, cette flore aussi est soumise à une sorte de chronologie structurelle liée à la composition chimique de chaque zone du tube digestif. Et donc, c'est ce que nous allons essayer de voir tout à l'heure par rapport à l'acidité, par rapport à la présence ou non de l'oxygène. Donc, comme vous voyez, lorsqu'on regarde l'estomac en haut, ils sont très acides, il y a de l'oxygène, il y a moins de bactéries parce que l'acidité est toxique pour les bactéries. Si on descend un peu vers l'intestin grêle, on va trouver que la quantité bactérienne, ou bien la quantité de micro-organismes va augmenter parce que là, on a moins d'acidité et l'oxygène commence à se stabiliser et donc on va avoir des bactéries aéro-anaérobiques qui vont se développer facilement. Et dans le côlon, là où voilà, il y a vraiment moins d'acide, où il n'y a pratiquement pas d'acidité, il n'y a que des déchets, et donc on va avoir la concentration de la totalité de la majorité des bactéries dans cette zone, qui est le côlon. Bien, alors, donc, la présence de cette flore microbienne au niveau du tube digestif, qui bien sûr va varier dès la naissance avec la flore de la maman, qui va s'adapter petit à petit jusqu'à la maturité, jusqu'à l'état adulte, jusqu'à la fin du temps chez l'enfant. Alors, si on essaie de voir en détail le dynamisme de ce microbiote, on comprendra qu'il y a un phénomène très important. Madame Hassani? Alors, on m'interpelle. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue? Oui, Diawara, vous continuez. Oui, professeur. D'accord, je continue. OK, donc tout va bien. Alors, je disais que lorsqu'on essaie d'analyser ce microbiote en détail, on s'y rendra compte d'un phénomène qui est connu, surtout pour les personnes qui étudient ce qu'on appelle le pangénome. Alors, le microbiote est composé en fait de deux éléments très importants. Il y a un ensemble de micro-organismes qui sont communs à tous les humains et que nous partageons tous au niveau de nos intestins. Et donc, cette communauté microbienne qui est commune à nous tous est appelée ce qu'on appelle le corps microbien. Et donc, il y a aussi des espèces microbiennes qui vont différer d'un individu à un autre. Et cette différence d'un individu à un autre va donner ce qu'on appelle l'identité métagénomique de l'individu. Et cette identité métagénomique va être influencée par plusieurs facteurs.
ça va dépendre du mode de vie de la personne, bien sûr de l'état pathologique, de son environnement et même du génotype, de son patrimoine génétique. Et surtout, lorsque j'ai dit l'environnement de l'autre et la pathologie, on sait que les traitements, l'antibiothérapie influencent fortement la flore microbienne, surtout au niveau du tube digestif. Et donc, un individu qui se met à prendre des antibiotiques de façon anarchique tout le temps, va avoir une flore complètement dégradée, et donc son identité métagénomique sera dégradée. Et donc, la physiologie de l'hôte aussi, lorsque j'ai dit l'hôte, c'est-à-dire la personne qui héberge ces micro-organismes-là, s'il est en bonne santé, c'est-à-dire il est bien nourri, il a une activité physique sportive et il est bien portant, et donc son microbiote aussi sera en bonne santé, et donc le corps microbien sera bien en place et l'identité métagénomique qui les caractérise aussi ne sera pas influencée. Alors, le système immunitaire, bien sûr, les individus qui sont immunodéprimés vont avoir leur flore qui va être complètement chamboulée du fait que l'organisme n'arrive plus à mettre en place une barrière ou bien un contrôle de ce flore. Alors, on parle de microbiome, comme vous voyez ici dans le centre, le cœur rouge. Le microbiome, qui est différent du microbiote, en fait, le microbiome, c'est l'ensemble des micro-organismes avec leur environnement, avec leur génome et l'ensemble des transcrits qu'on appelle le microbiome. Et donc, ça tient compte de tout l'environnement et le facteur génétique de micro-organismes qui vont s'implanter dans un environnement donné. Alors, bien évidemment, nous sommes dans une thématique qui est microbiote, ramadan et nutrition. Et donc, nous allons faire appel à l'alimentation. Et donc, quel impact réel pour l'alimentation qui va être développé par des confrères par la suite, notamment Dr Layachi. Alors, donc, comme avant-dernier point, ce microbiote qui va être bien établi chez une personne donnée, c'est quoi son rôle exact? Et donc, il va vivre avec nous dans un système de symbiose qu'on appelle aussi le commensalisme. Le micro-organisme va se développer donc avec nos aliments qui seront présents dans le tube digestif. Et dans le même temps, il va aussi contribuer à un rôle très digestif chez nous. Il va assurer la fermentation de certains substrats qui seront facilement assimilables dans l'intestin grâce à ces enzymes protéolytiques, lipolytiques et glycosidiques aussi. Ils vont participer à la dégradation de certaines macromolécules, surtout des polysaccharides, et donc pour faciliter leur assimilation. Et grâce à leur voie métabolique, ces micro-organismes-là vont dégrader beaucoup de produits au niveau du tube digestif et donner des dérivés qui seront bénéfiques pour notre santé. Et enfin, il y a la présence de ces micro-organismes va être une barrière biologique qui est en fait une ligne de défense qui va nous permettre d'éviter tout ce qui est la colonisation ou bien la mise en place des micro-organismes pathogènes. Et de ce point de vue-là, il va jouer un rôle capital dans le développement du système immunitaire. Et donc, pour conclure dans cette première partie, donc il faut savoir que l'importance de la connaissance du microbiote est capitale parce que, comme sera développé par la suite aux collègues à mes maîtres, et ils vont voir qu'un déséquilibre au niveau du microbiote est à l'origine de plusieurs pathologies. Et donc, pour comprendre certaines pathologies, on revient souvent à comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du microbiote. Et des fois même, il nous arrive de remplacer le microbiote ou bien le fortifier pour que la personne arrive à redorer son état de santé. Alors, il maintient notre hémostasie. Donc, parce que sa maladie est directement liée aussi à notre développement psychique, à notre développement, on va dire même de santé de façon générale. Et donc, actuellement, il y a beaucoup de protocoles d'études qui existent, même pour maintenir le microbiote intestinal. Il y a même de l'implants des selles qui ont été proposés dans beaucoup de thérapies. Et voilà, donc, il faut savoir que ce microbiote est très variable. Ça dépend de l'âge, du sexe, du style de vie,
de l'environnement où nous nous trouvons et surtout de la médication. Et donc, le maintien de ces microbiotes est primordial et ça part par une alimentation saine, une alimentation bien adaptée. Et sur ce, donc, je vous remercie de votre attention.